Bonjour à tous, je suis très heureux de pouvoir réaliser cet entretien avec Alexandre Cormon, auteur du livre Écrit ta légende, entrepreneur et coach de renommée internationale. Sa chaîne YouTube compte 1,4 million abonnés, 350 millions de vues et plus de 2000 vidéos avec plein de conseils sur les relations de couple et le développement personnel. Dans les prochaines 40-45 minutes, j'aurai le plaisir de lui poser des questions que j'entends souvent par les passionnés de développement personnel. Et je suis certain que ces réponses vont être très utiles pour vous orienter dans votre chemin de développement personnel. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Matteo et je suis le créateur de la chaîne Mind Parachutes, une chaîne dédiée au développement personnel. Toutes les semaines, vous y trouverez une synthèse animée qui résume les meilleures idées issues des livres de développement personnel. La toute dernière vidéo était d'ailleurs dédiée au livre écrit par Alexandre Cormon, Écrit ta légende. Donc peut-être on va commencer par les bouquins, Alex, si ça te va bien. Bien sûr, merci pour cette belle introduction en tout cas. Avec plaisir. Et donc ma question c'est qu'est-ce qui t'a poussé à écrire les livres et voilà, comment s'est née l'idée du livre? Yes, alors en fait, si tu veux, pour moi, dans mon développement personnel, il y a eu beaucoup d'évolutions qui ont été réalisées grâce à des bouquins. Donc, je suis tombé sur des livres qui m'ont énormément bouleversé dans le bon sens, hein, bien évidemment, qui m'ont permis d'en apprendre plus sur moi-même, qui ont créé ce que j'appelle l'électrochoc et le fameux déclic qui permet finalement de changer son quotidien pour le meilleur. Il y a eu un bouquin en particulier, parce que c'est le premier que j'ai lu qui m'a vraiment touché, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Parce que je ne voulais pas le lire à la base, à cause du titre, je trouvais ça un petit peu bizarre, j'étais quelqu'un d'assez sociable, et on m'a forcé à le lire. Une personne de ma famille m'a poussé, mon cousin qui vit aux États-Unis m'a dit « Allez Alex, il faut que tu le lises, c'est vraiment puissant ». Et je l'ai lu et j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic, pourquoi? Parce que cet auteur, il a su mettre des mots sur ce que je ressentais. Et puis, j'ai appris des petites choses, mais des petites choses qui changent, je dirais, ma nature et puis mon intelligence émotionnelle. Donc, pour moi, ce bouquin a changé ma vie. Et ça fait 15 ans que je fais le métier de coach, que j'accompagne des personnes, surtout dans leur vie sentimentale. J'avais envie d'aller plus loin. J'avais envie de me challenger, j'avais envie de créer un bouquin qui puisse apporter un déclic comme moi, je l'ai vécu au travers de certains livres. Tu vois, j'ai eu top 5, 6 livres qui ont bouleversé ma vie et mon quotidien. Je me suis dit, c'est un énorme challenge, mais c'est l'étape finalement un peu suivante de ce que j'avais créé jusqu'à maintenant. Donc, j'avais un objectif, c'était de transmettre ce que moi, j'avais compris et appris au travers d'un ouvrage qui puisse, je ne dirais pas changer la vie d'une personne, ce serait un peu très fort, mais au moins créer un déclic, tu vois, créer le petit truc qui fait que. C'était ça mon Super, objectif. super. Bon, on va revenir sur les livres un peu plus tard, mais en fait, bon, moi aussi, je suis passionné des livres. D'ailleurs, c'est tout ce que je fais sur ma chaîne pratiquement. Euh, et donc, je suis curieux de savoir quels ont été les livres qui, pour toi, ont représenté les socles finalement de ce que tu as appris sur le développement perso. On a parlé des 5 ou 6 Ouais. principales, peut-être pas tous, mais les 2 ou 3 principaux que tu recommandes à quelqu'un de lire. Dans un tout premier temps, je pense que je vais rester sur Comment se faire des amis de Dale Carnegie parce que c'est une nouvelle façon de voir les relations sans crainte, sans peur du regard des autres. Et surtout, ça nous apprend à vraiment créer une connexion avec les autres. Pas juste avoir un dialogue ou une communication, mais créer une connexion émotionnelle. Je trouve que ce bouquin, pour moi, c'est une mine d'or. Et ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est qu'il se lit facilement. Parce que j'ai dû tomber dessus quand j'avais 19, 20 ans. À 19 ans, 20 ans, tu n'as pas envie de lire des livres ou tu es resté sur des mauvaises expériences, on t'a mis des livres de 600 pages au collège, et tu vois, tu n'avais juste pas envie de lire, quoi. Donc, je trouve que c'était super intéressant d'aller vers quelque chose justement de nouveau. Le deuxième bouquin, et c'est celui qui a le plus changé ma vie, je pense, jusqu'à maintenant, c'est L'effet cumulé de Darren Mm. Hardy. Cette notion, en fait, de la méthode des petits pas, que moi j'appelle la méthode d'escalier, où marche par marche, on est capable derrière, de réaliser des grandes choses. En fait, il a tellement mis des mots sur une philosophie que j'avais que je me suis dit, waouh, ok, c'est ultra puissant, ça a du sens. Donc, c'est le bouquin qui a eu le plus d'impact dans ma vie. Et le troisième bouquin que je vais recommander, il est moins connu. Alors, pour la petite histoire, moi, je l'ai appris en travaillant mon anglais. C'est-à-dire, quand je suis venu m'installer aux États-Unis il y a 6 ans maintenant, j'avais un coach, moi j'appelle ça coach ou prof d'anglais. Il me faisait en fait apprendre l'anglais au travers de bouquins. Et il m'a donné un bouquin qui s'appelle Ne vous noyez pas dans un verre d'eau. Ne vous noyez pas dans un verre d'eau. L'auteur, c'est Richard Carlson. Et en fait, c'est juste des micro-histoires d'une page, voire une page et demie, sur le fait de relativiser un petit peu ce qui nous arrive dans le quotidien.
Et moi, j'étais quelqu'un de très stressé, un petit peu, il faut que ça marche, sportif dans l'âme, c'est-à-dire vraiment, il faut du résultat. Et c'est un peu cet éveil spirituel finalement qui m'a permis de pouvoir changer ma manière d'être et aussi obtenir des résultats. Donc, je trouve que c'est un bouquin qui est très peu cité, peut-être même très peu connu, mais voilà, ne vous noyez pas dans un verre d'eau. Il y a plusieurs éditions, donc troisième que je recommande. Et donc, je suis parti un petit peu de ces bouquins pour en faire ma recette, mon livre à moi. Mais c'est vrai que je me suis quand même pas mal inspiré des auteurs que j'apprécie, dont Darren Hardy. Super. Merci beaucoup. Alors, je connaissais très bien les deux premiers. Tu m'as surpris avec les troisièmes que je ne connais pas. Donc voilà, ça va faire une lecture et Ouais, c'est peut-être des une petites vidéo, choses. qui sait. Je te le souhaite en tout cas. C'est vraiment des petites lectures, c'est très simple. Et comme je sais qu'il est peu connu, bah, j'en parle parce que moi, il m'a Super. beaucoup aidé pour mon Merci. esprit cartésien. Merci, merci beaucoup. Du coup, bah, voilà, la curiosité que j'ai, c'est un peu de connaître un peu ton histoire personnelle, mais au regard du développement perso. À quel moment tu as découvert un peu ces principes, cette manière un peu d'aborder la vie, les relations, son mindset, etc. Voilà, comment ça se fait que tu as découvert et que tu t'es intéressé au développement perso? Et je pense qu'il y a plusieurs petites raisons. Euh, Moi, j'ai baigné dans le milieu du développement personnel assez tôt. Dès l'âge de 10, 11 ans, j'avais un préparateur mental, une personne qui m'accompagnait pour avoir confiance parce que j'avais un objectif, c'était de devenir basketteur professionnel. Donc, dès l'âge de 4 ans, j'ai commencé et en fait, c'est devenu très, très rapidement toute ma vie, toute mon attention. Donc, quand tu es jeune et que tu aspires à devenir professionnel, ce qui se passe, c'est que tu rentres dans des équipes où on te met à disposition un préparateur mental. Donc, c'est une personne qui faisait des exercices d'hypnose, de PNL. C'est vrai qu'à l'époque, j'y connaissais rien. Je ne comprenais pas forcément ce qu'on faisait, mais il m'aidait un petit peu à avoir confiance en moi. Et puis, au fur et à mesure, donc, j'ai continué mes expériences. Je me suis aperçu que j'avais une facilité, je pense, pour analyser aussi les relations. Je pense que ça vient du fait que bah, j'ai eu des parents qui ont été formidables. Tu vois, j'ai eu des très bonnes bases pour la psychologie, mais aussi pour la confiance en soi. Donc, toutes ces petites expériences m'ont amené à l'envie de faire un master en sciences humaines. Donc, Hmm. travailler vraiment dans les sciences humaines, comprendre l'être humain, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Après, c'est un événement malheureux qui m'a amené dans les relations, on va dire, un peu plus sentimentales, parce que j'ai travaillé sur le deuil. Quand j'ai perdu mon père, en fait, ça m'a mis une telle claque. Ça a été une expérience douloureuse parce que j'avais eu une vie incroyable jusqu'à son départ. Et je travaillais sur le deuil. Et ce travail sur le deuil m'a amené à travailler sur la rupture sentimentale. Donc finalement, les relations de couple, pourquoi ça s'arrête, qu'est-ce qui se passe. Donc c'est un peu un cheminement. Je ne comprends pas pourquoi ça s'est passé comme ça, mais ça s'est passé ainsi. Tu vois, c'est juste que j'ai baigné dans le milieu du développement personnel. Je n'ai pas utilisé tous les outils. D'ailleurs, ça, c'est un de mes regrets aujourd'hui parce que j'aurais pu avoir une carrière dans le basketball si j'avais eu l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui, les connaissances que j'ai aujourd'hui. Je pense que ça aurait changé vraiment ma vie. Donc finalement, au cours de mon master, j'ai perdu mon père et c'est ça qui a changé complètement mon quotidien. D'accord, donc c'est assez intéressant parce que alors moi j'ai découvert les développements perso beaucoup plus tard. J'étais déjà, je sais pas, je devais avoir presque la trentaine. Donc de voir que toi tu as commencé vraiment tôt dans ta vie, c'est assez intéressant. Et du coup, après toutes ces années d'expérience, pour quelqu'un qui commencerait, qui ferait ses premiers pas dans les sujets, par quoi tu lui conseillerais de commencer? Quel- voilà, quels aspects tu conseilles d'aborder en premier ou voilà, juste pour découvrir ou s'intéresser? Je trouve que tu me poses une excellente question parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent. Quand j'ai démarré, ou je pense que c'est même pour toi, quand tu as commencé à t'intéresser au développement personnel, il n'y avait pas autant de ressources, ce n'était pas aussi fréquent, c'était pas aussi… maintenant, avec l'avènement d'Internet, bah, tout est beaucoup plus simple d'accès et on se pose beaucoup de questions sur soi dans notre société. Donc, ce que je dirais à la personne dans un premier temps, c'est qu'il n'y a pas une méthode magique ou miracle. Parce que j'ai la sensation qu'aujourd'hui, dans le développement personnel, quand il y a quelque chose qui nous aide, on a envie de le donner à tout le monde. Mais tout le monde n'est pas nous, en fait. C'est aussi ce que j'essaye d'apporter au travers de mon livre, c'est vraiment d'amener la personne à trouver son développement personnel. Parce que moi, en fait, on m'a pris pour un ovni quand, au début, j'ai eu beaucoup de mal à travailler la visualisation, par exemple. J'avais vraiment l'impression d'être bizarre, d'être nul, d'être rejeté des formations que je faisais. Alors, du coup, j'étais obligé d'inventer une visualisation que je n'avais pas réussi à faire, tu vois. Donc, je trouve qu'il faut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un développement personnel, ou il y en a plutôt un pour chaque personnalité. Après,
j'inviterai la personne à découvrir ce que j'appelle les thérapies brèves. Alors, il y en a plusieurs, la personne ferait son choix, mais je trouve qu'aujourd'hui, les outils comme la PNL, l'hypnose, l'EFT, le MDR, le tapping, ce sont des outils qui, en l'espace de quelques jours, peuvent changer la vie d'une personne. Donc, je l'amènerai en fait à se poser à regarder les thérapies brèves qui peuvent l'intéresser, parce que je pense qu'on voit des résultats très rapides. Lecture de bouquins forcément, mais ça, on l'a dit jusqu'à maintenant. Mais je pense que sinon, c'est de regarder en fait quel type d'outils de thérapie brève je peux utiliser. Le mien, ça a été la programmation neurolinguistique, donc la PNL, qui m'a permis en fait de transformer cette petite voix qui avant était, quand tu vois, je reviens sur le basketball, c'était bah ouais, mais lui, il est plus grand que toi, bah oui, mais lui, il court plus vite, bah oui, mais lui. Et donc, du coup, cette petite voix, elle m'a anéanti pendant des années, quoi, elle m'a fait chier. Bah là, je les transforme en OK, je vois mes qualités, je suis capable, je vais réussir, je crois en mes rêves. Et donc, ça, c'est la PNL qui m'a permis de faire ce changement de petite voix mentale, on va dire. Super, super. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, c'est d'ailleurs ce que tu dis dans ton livre, le fait finalement où il n'y a pas de recette universelle qui s'applique à tout le monde, mais bon, il y a peut-être des ingrédients qui sont celles que tu as citées, les livres, des thérapies, des choses comme ça. Euh, mais finalement, c'est un peu à chacun de trouver quelle est sa propre recette, qu'il doit trouver son mix qui fonctionne pour lui. Et je trouve que c'est très... en fait, je me trouve très d'accord avec cette philosophie. Et c'est d'ailleurs génial parce que comme il y a autant d'auteurs, autant de manières différentes de proposer les choses, chacun peut finalement trouver l'approche, la manière, le point de vue qui lui parle et qui peut l'aider à accrocher pour avancer. Donc, je partage sur beaucoup ça. Et une autre chose sur laquelle je voulais en fait poser quelques questions, c'est euh, sur les questions elles-mêmes en fait. En fait, ton bouquin est un livre de questions finalement du début à la fin. Alors, tu présentes trois méthodes, la méthode en 3W, donc c'est vraiment trois questions qui je suis, où je vais et pourquoi. Et en fait, le livre, il est rempli des questions que tu utilises en coaching, que tu suggères aux gens de se poser pour, pour avancer. Donc, déjà, un peu, j'aimerais avoir un peu ton avis sur comment tu vois la puissance des questions, comment tu les utilises déjà dans ton métier. Et après, éventuellement, si tu devais commencer par une ou deux questions à poser à quelqu'un voilà, qui s'interroge sur lui, quelles seraient tes premières questions? Ça marche, je te remercie pour ça. Alors, en fait, moi, j'ai une méthode de fonctionnement qui est en deux étapes. Et la toute première étape, les personnes qui viennent vers moi, elles attendent que je leur donne une solution. Parce qu'elles ne vont pas forcément très bien sur l'aspect sentimental, parce qu'elles ont un blocage dans leur activité professionnelle, puisque j'accompagne des coachs, des entrepreneurs aussi. Donc, en fait, on prend une séance de coaching, mais en attendant la solution qu'Alex va me transmettre. Et donc, mon rôle dans la première partie, c'est vrai, c'est de donner des petits conseils avec des petites pointes d'action pour les aider à solutionner basé sur l'expérience que je peux avoir. Et tout de suite après, pour que le changement soit durable, pour que le changement se fasse en profondeur, je suis obligé d'utiliser des questions. Des questions qui vont permettre à chacun de trouver les solutions à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, moi, je fais à la fois du coaching et du conseil, du coup. Enfin, je commence par le conseil et puis j'enchaîne sur du coaching. Les questions, elles ont une importance capitale parce que c'est elles qui permettent d'ouvrir l'esprit, je trouve. C'est-à-dire que c'est elles qui vont permettre d'aller vraiment chercher un travail d'introspection. Et tout au long du livre, en fait, le but de ces questions, c'est de les amener à avoir des réponses, à aller mieux, pour qu'après, elles puissent passer à l'action. Donc, en fait, la question, chez moi, amène l'action. Ça amène la motivation pour passer à l'action. Alors que si je leur dis fais ci, fais ça, ce qui est le cas généralement au début du coaching, je me rends compte que les efforts ne tiennent pas vraiment parce que ce n'est pas une décision qu'ils ont ou qu'elles ont prise. C'est une décision que je leur ai demandé de réaliser. Ça marche au début parce qu'elles en ont besoin, mais après, ça s'essouffle vite. Donc, au travers de ma carrière, je me suis aperçu que je pouvais me répéter 10 fois, mais que quand je posais une bonne question, bah, la personne, elle passait à l'action d'elle-même. Donc, c'est pour ça que je les utilise. Pour revenir sur ta question, euh, il y en a une que j'utilise tout le temps. Et c'est en fait ce qui me permet aujourd'hui de vraiment cerner, d'aider la personne à aller mieux. Je lui demande, OK, très bien, j'aimerais juste que tu me cites quelles sont tes qualités. Parce qu'il y a un élément qui est très important, c'est qu'on les voit chez les autres, mais on ne les voit pas chez nous.
Donc, le premier travail, qui n'est pas vraiment une question, mais peut-être plus un exercice, c'est aussi quelles sont tes qualités? Qu'est-ce qui fait que tu es une belle personne? Et là, la personne va commencer à noter. Et puis, j'ai une deuxième question qui est un peu l'enchaînement, c'est OK, comment serait le monde s'il y avait 7 milliards de personnes comme toi? Alors, au début, on rigole en disant, oh là là, ça serait un problème, hein. Et puis après, la personne, elle commence à cogiter, à se dire, ben non, en fait, s'il y avait 7 milliards de personnes avec mes valeurs d'honnêteté, de respect, de gentillesse, de bienveillance, waouh! Donc, ce que j'essaie de les amener, c'est à prendre conscience de leurs forces. Donc, ça, c'est mes toutes premières questions pour les personnes qui vont nous écouter, c'est quelles sont mes qualités et comment serait le monde s'il était rempli de personnes comme moi? Moi, je suis convaincu aujourd'hui, Mathéo, que si le monde était rempli de personnes comme moi, il serait meilleur. Alors, c'est peut-être audacieux, prétentieux, mais en réalité, c'est aussi ce qui me fait me permettre de me dire, mais je suis une belle personne. Et je pense la même chose de toi. Tu vois, on s'est rencontrés, on a eu la chance de se voir à Paris. Si le monde était rempli de toi, ben en fait, ce serait génial. Et ça, c'est ce qui permet un premier déclic, en tout cas, aux personnes que j'accompagne. Voilà les premières questions que je poserai. Super. Une autre situation que je trouve, merci beaucoup d'ailleurs pour les suggestions. C'est des belles questions. Je vais y poser moi aussi, Alex. Merci beaucoup. Une autre question que je reçois moi régulièrement, c'est des personnes qui en fait sont un peu perdues, savent pas trop. Ils voient bien que leur situation du moment ne leur satisfait pas, mais en tout cas ils sont perdus, ils savent pas comment avancer. Et du coup, le risque, c'est qu'ils restent dans cette situation qui ne leur convient pas pendant longtemps. Et au fur et à mesure, en fait, la charge négative de ne pas réussir à bouger, en plus, ça pèse, rajoute du poids à une situation qui déjà au départ n'est pas facile. Et du coup, dans ces cas-là, pareil, quels seraient tes conseils, tes recommandations, une question que tu poserais, voilà, comment tu Alors là, suggères d'aborder la ouais, chose? là, ça va être plutôt un conseil. Tu vois, c'est-à-dire que je me suis aperçu d'une chose. Moi, quand je me suis lancé, j'avais pas beaucoup à perdre. J'avais pas forcément de famille à nourrir et j'avais pas un job super à quitter en CDI avec un bon salaire. J'avais en fait pas grand-chose parce que j'ai terminé mes études et puis je me suis lancé, voire même j'avais commencé mon blog pendant mes études. Donc je me suis lancé et j'avais pas grand-chose à perdre. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus à perdre. J'ai une équipe avec 100 personnes, j'ai la chance de vivre de mon activité, donc je n'ai pas envie de revenir en arrière et d'être étudiant. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand on se lance et qu'on n'a rien à perdre, on a de la motivation et aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, OK, mais là, maintenant que j'ai fait toute ma carrière pro, que j'ai gravi les échelons, j'ai une famille, j'ai des enfants, je ne peux pas faire n'importe quoi. Et ça, c'est ce que je vois au quotidien des personnes qui vont venir vers moi en me demandant, mais qu'est-ce que je fais? Et je leur explique que aujourd'hui, que moi aussi, j'ai beaucoup de choses à perdre, je fais des choix en fonction de la loi de Pareto. C'est-à-dire que je vais rester concentré sur ce que j'ai à faire pour subvenir à mes besoins ou en gros pour développer mon activité. Donc, par exemple, je développe mon activité en France à fond pendant 80% du temps et 20% du temps va être dédié à l'évolution aux États-Unis. C'est comme ça que je me suis développé en fait. Je n'ai pas tout quitté. Je n'ai pas fait un virage à 360 degrés. Donc, pour les personnes qui vont nous écouter, je vais leur dire 60 à 70% concentrés sur votre activité ou vos activités du quotidien, mais vous devez intégrer 20 à 30% de nouveautés qui vous permettraient de déclencher des premières actions. Et je pense que toi, d'ailleurs, tu es mieux placé que moi pour en parler parce que si je comprends bien la situation, c'est que tu as démarré en ayant peut-être déjà un poste et puis aujourd'hui, tu te lances à 200% parce que tu as vu qu'il y avait quelque chose qui pouvait se créer. Moi, j'aime bien cette notion de sécurité. Je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs sur cet Ouais, avis, mais oui, oui, tout à fait. Je partage pour deux raisons. Déjà parce que, euh, en fait, tout ce qu'on a construit jusqu'à présent, ça a de la valeur. On a appris des choses, on est devenu la personne que l'on est grâce aux choses qu'on a faites jusqu'à aujourd'hui. Et je peux comprendre qu'au bout d'un moment, la situation n'est plus satisfaisante, qu'on a envie d'un changement. Euh, mais je trouverais un peu dommage, dans la frustration de vouloir changer une situation qui ne nous convient plus, de faire un peu vite les ménages et de faire partir avec des choses qui ont beaucoup de valeur aussi. Donc voilà, c'est juste, je trouverais dommage de ne pas profiter de ça. Et la deuxième chose, pour moi, c'est qu'on risque un peu d'idéaliser ce que ça va être la nouvelle chose, parce qu'on se dit, bah, j'en ai marre de ce que je connais là maintenant, il faut que ça change. Donc, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est mauvais et tout ce qui va arriver, c'est bon, sauf que ce n'est pas le cas. Les mondes n'est jamais blanc ou noir. Et donc, même dans ces choses-là, on risque, si
on risque d'être déçu entre l'idée de ce que l'on s'est fait et ce qu'on va vivre après, de ce qu'on y trouve vraiment. Donc, je suis un peu comme toi. Je trouve que l'idée de se dire, bah, je fais en sorte de contenir dans un espace plus petit ce que je fais aujourd'hui, en libérant du temps, de l'énergie mentale, etc., pour faire autre chose, et j'explore des choses à côté et je vois ce qui se passe. Et je pense que ne serait-ce que ça apporte vraiment de fraîcheur et voilà. Une nouvelle envie, une nouvelle vie, quoi. On rentre dans une dynamique positive. Et déjà ça, c'est top. Même si rien d'autre, apparemment, ne change autour. Bon, bref. Yes. Bah, en tout cas, je te remercie pour ton partage parce que je pense on est aligné là-dessus. Et comme tu dis, l'herbe, elle n'est pas toujours plus verte ailleurs. Si on lâche tout pour ensuite revenir en arrière. Donc, c'est pour ça qu'il faut, sans se dire, OK, j'ai une superbe sécurité, je peux me tourner les pouces. Non, il faut être déterminé, il faut y aller à fond. Mais adapter son emploi du temps avec la loi de Pareto pour essayer de se focus sur une sécurité plus aller chercher, je pense que c'est la solution. Ouais, Que moi, je recommande en tout cas. ouais, super. Peut-être, si ça te va, parler un petit peu des potentiels freins, erreurs que les gens pourraient commettre dans leur chemin de développement personnel, parce que c'est surtout ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que tu as vu dans tes coachings? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Et toujours pareil, quels seraient tes conseils, tes recommandations pour ça? Écoute, je pense que la première grosse problématique, tu me diras ce que tu en penses, mais moi, je trouve que beaucoup de personnes cherchent à faire du développement personnel pour convenir aux autres. Et le but du développement Hmm. personnel, c'est de se trouver, c'est de mettre sa personnalité en avant, c'est de s'écouter, c'est finalement de se respecter et de s'honorer aussi d'une certaine façon. Et moi, je suis toujours choqué par des coachings de personnes qui veulent avoir confiance en eux pour plaire à une autre personne, qui veulent faire un coaching professionnel pour correspondre au patron. En fait, elles ne le font plus pour elles, elles le font pour correspondre et être acceptées. Donc, je pense que la première étape, c'est de se libérer du regard des autres. Et on se libère du regard des autres quand on a conscience justement des qualités qu'on a vues précédemment. On se libère du regard des autres quand on se fait passer en priorité. Pour se faire passer en priorité, je pense qu'il faut définir aussi, du coup, un des piliers de mon livre, c'est le où vais-je. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi? Ça, c'est le premier frein. Le deuxième frein, c'est la surconsommation. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui m'ont dit, ouais, ton livre, il est génial, merci, je l'ai dévoré. Et je leur demande juste, OK, tu as fait des exercices? Là, il n'y a plus personne, tu vois. Donc, je pense que ça aussi, c'est un énorme frein. C'est que le développement personnel, ça ne s'apprend pas, ça se vit. En tout cas, c'est ma philosophie, hein. On a le droit de débattre, de ne pas être d'accord, les amis. Mais pour moi, en fait, il ne faut pas juste lire, il faut aussi pratiquer, intégrer, personnaliser. Je pense que c'est important. Donc ça, c'est un énorme frein que je vois. Et puis, le troisième frein, ça, c'est le plus présent et celui qui, à mon avis, est le plus destructeur, c'est la recherche de la perfection. C'est-à-dire que quand je donne un exercice à mes coachés, ils veulent absolument savoir s'ils ont bien fait. Mais tu sais, c'est abstrait en fait. C'est difficile de dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Ça dépend d'eux. Et donc voilà, ça, c'est ce qui va les décourager. Ouais, tu m'as donné cet exercice, mais j'ai trouvé que 16 qualités, c'est déjà génial. Même trois, même deux qualités, c'est déjà très bien. Et donc, même une, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il y a cette notion de performance, et je pense que ça vient du système scolaire. Alors, j'ai rien contre l'école, même si je trouve que ça ne nous a pas appris à être dans l'école de la vie d'une certaine façon. Mais aujourd'hui, en fait, voilà, les trois grandes erreurs que je vois dans le développement personnel, elles sont là. Et je trouve que c'est important que le baromètre, c'est-à-dire juger si c'est bien ou si c'est pas bien, ça doit venir de nous. Alors, on peut avoir l'aide d'un coach, d'un mentor, de quelqu'un qui nous accompagne, mais il faut aussi qu'on ait notre propre baromètre, qu'on n'existe pas au travers des autres. Super intéressant. Du coup, ça me fait beaucoup réfléchir à ce que tu viens de dire. Euh, je suis très d'accord sur les besoins de faire, d'expérimenter, de vivre les choses. Et à travers l'expérience que l'on vit, on se rend compte de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour nous. Et justement, si on revient à la notion de recette dont on a parlé tout à l'heure, en fait, bah, pareil, c'est comme la cuisine. Tant que tu n'as pas essayé, tu n'as pas goûté, ouais, je ne sais pas, le gâteau peut être très, très beau, mais finalement, il n'est pas bon et on ne sait pas, quoi. Et c'est quand on essaie, quand on fait l'expérience, qu'on finalement on se rend compte si c'est bien ou pas. Euh, et en même temps, je peux comprendre que
Et en fait, c'est la personne qui va savoir si le gâteau est bon ou pas bon. Il n'y a personne d'autre que la personne qui le fait qui va pouvoir juger de ça. Et en même temps, je comprends que, surtout quand on n'a pas l'habitude, c'est pas évident d'avoir les bons critères, c'est pas évident de savoir juger. Alors, je prends mon cas où, en fait, je bois de temps en temps du vin, mais je ne suis pas un grand connaisseur. Et en fait, pareil, si on me donne à boire un verre de vin, ma capacité de jugement est très limitée. Je peux dire ça me plaît pas, mais si quelqu'un me demande pourquoi, je suis incapable de l'expliquer. Et donc, je me dis, il y a peut-être aussi ça pour une personne qui on demande de faire quelque chose, et elle ne sait pas. Tu vois, c'est pas qu'elle ne veut pas, elle ne sait pas. Parce qu'elle n'a pas fait, elle n'a jamais fait ça, etc. Et donc, juste, elle n'a pas les références pour savoir analyser ça. Et du coup, qu'est-ce que tu lui suggères de faire dans ces cas-là? Comment elle pourrait malgré tout dire, bah, écoute, je commence déjà par ça et puis on verra bien. Qu'est-ce que tu conseillerais? Je pense que ça rejoint l'intuition. Hmm. C'est-à-dire que je pense que la personne, elle peut avoir les réponses à l'intérieur d'elle-même, mais telle qu'elle va se dire, est-ce que c'est des bonnes réponses? Est-ce que ça va correspondre? Est-ce que ça va plaire? Suivre son intuition. C'est-à-dire suivre ce que ton corps te dit aussi. Notre corps nous parle, que ce soit le cœur qui va se resserrer quand on prend une mauvaise décision, les tripes quand on sent qu'on est affecté par une personne. Voilà, donc les tripes, le ventre. En gros, on a plusieurs moyens de faire confiance à notre intuition. Et c'est OK de dire, bah, en fait, ce vin-là, par exemple, donc cette expérience ne me convient pas. Ne me convient pas. C'est pas c'est nul, ça va pas, c'est pas bien. C'est ça ne me convient pas à moi. Et je vais tester autre chose. Et je trouve que ça, c'est en fait la beauté du développement personnel, c'est qu'il y a plusieurs éléments. C'est comme une recette de cuisine. Bon, en fait, il y en a qui vont mettre des épices, ça va fonctionner, d'autres, ça ne va pas fonctionner. Et en fait, c'est ça la beauté, entre guillemets, de se faire confiance. Parce que, Super. parce que sinon, on essaie encore une fois de rentrer dans la validation des autres. Mais les autres, ce n'est pas ce qui nous importe aujourd'hui. Hmm. Super, j'aime beaucoup cette idée de dire, en fait, je fais confiance à mon intuition et à mon corps, d'une certaine manière. Ça m'aide de sortir de mes ruminations Mhm. 24/7. Finalement, il y a une part de moi qui potentiellement sait écouter autre chose et sait me guider aussi. Très intéressant, merci, merci pour le partage. Et du coup, ça me fait penser à ce sujet finalement du mindset, des croyances, etc. Et pareil, quels sont, d'après toi, quel est l'état d'esprit qui facilite d'une certaine manière les chemins et quel est potentiellement un état d'esprit des croyances qui les rend plus compliqués et éventuellement comment tu aides les personnes à essayer de passer de l'un à l'autre ou en tout cas de remettre en question ses propres modèles de fonctionnement. Bah, je pense que c'est ce que j'expliquais un petit peu sur moi tout à l'heure, c'est cette fameuse petite voix. La petite voix, soit elle te dit les autres sont meilleurs, tu es trop nul, tu n'y arriveras jamais. Soit elle te dit, tu as toutes les capacités, tu es en mesure d'y arriver, tu peux vraiment développer tes compétences, tes qualités, tes projets. En fait, tout est une question, comme tu viens de le dire, le mot croyance. Le mot croyance, il est extrêmement important parce que c'est lui qui va déterminer notre capacité à passer à l'action et en même temps nos résultats. Donc moi, quand j'ai une personne qui vient me voir, ses croyances, elles sont au plus faible. J'arriverai pas à développer mon activité, je me sens pas capable, le syndrome de l'imposteur, donc est-ce que je vais être capable de pouvoir aider des personnes, etc., etc. Dans ces conditions, en fait, on a un objectif, c'est de modifier ça en se disant, je suis un grand professionnel, j'ai confiance en mon expertise, j'ai confiance en l'amour que je peux donner à une personne pour pouvoir l'aider à s'accomplir, par exemple. Donc, le but, c'est de transformer. La transformation, je vais utiliser des techniques de PNL, notamment également de visualisation, qui vont lui permettre en fait de commencer à imaginer le futur positif. Parce que moi, ce que je vois, alors c'est vraiment propre peut-être à ma clientèle, mais je pense que c'est la même chose pour beaucoup de personnes, peut-être même pour toi sur les ateliers que tu réalises. Mais les gens, ils viennent te voir avec une vision qui est toujours négative. C'est toujours le pire en fait. Bah, ça, moi, je le remplace par, OK, mais c'est quoi le meilleur en fait? Décris-moi le meilleur, décris-moi les avantages, décris-moi les résultats, décris-moi si tu l'avais déjà réalisé. Et là, le cerveau, il se met en route immédiatement. Parce qu'il y a cette sensation de je l'ai déjà vécu, donc en fait, c'est possible. Et à partir du moment où ça devient possible, notre corps se met en marche, notre cerveau se met en marche. Donc, c'est un mode de raisonnement. Soit je me dis, je suis en couple, je vais me faire quitter. Soit je me dis, je suis en couple, on va vivre un truc incroyable.
OK, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et donc, du coup, je suis dans une démarche positive. Ma philosophie repose là-dessus. C'est le changement d'une croyance négative avec la visualisation qui est de dire ça ne va pas bien se passer par OK, maintenant ça se passe bien. Qu'est-ce que ça engendre? C'est quoi ton comportement? Comme si je lui disais agis dès maintenant comme si tout allait bien. Tu vois? C'est un peu ça en fait, Hmm. l'état d'esprit. Super, super. En fait, ça me fait repenser encore aux questions, finalement. C'est-à-dire que d'une certaine manière, si on arrive à rentrer dans un état d'esprit où on cherche, on, on cherche plutôt la solution, on cherche plutôt le positif, on cherche plutôt à se connecter à des expériences positives que l'on a déjà vues, on, on arrive à respirer, on s'ouvre, on voit autre chose qui était probablement déjà là et que juste par l'état d'esprit, on n'arrive pas à observer. Mhm. Ah, beaucoup de réflexions intéressantes. Merci Alexandre, ça va faire bien cogiter cette discussion. Merci à toi. Euh, un autre sujet que moi je trouve passionnant et que j'ai découvert au bout d'un certain temps, d'ailleurs même quand j'ai commencé à lire autour du développement personnel, ce sont les habitudes, les routines que l'on fait tous les jours et en fait leur impact sur, finalement, sur notre vie, sur notre manière de penser, sur les résultats que l'on obtient. Peut-être une question plus personnelle, est-ce que tu as quelques routines, quelques habitudes auxquelles tu tiens vraiment, que tu dis ça c'est vraiment quelque chose de top, ça m'aide vraiment beaucoup, c'est quoi? Et éventuellement, pareil, quelques conseils pour aider les gens à mettre en place des habitudes. Alors moi, j'ai un raisonnement très rationnel, très sportif, minutieux, entre guillemets, de haut niveau. J'ai gardé ça, je pense, du basketball. Donc, j'ai en fait ma routine qui est inscrite dans mon agenda. Donc, je sais en fait, heure par heure, ce que j'ai à réaliser. Donc, avant de faire cette interview avec toi, j'avais un tournage vidéo pendant 3 heures. C'était timé à la minute près. Juste après, je sais exactement par tranche horaire et par minute ce que je vais avoir à réaliser. J'ai été obligé de créer ça parce que je suis nature plutôt laxiste, très cool, tu vois, très j'aime la vie, carpe diem. Mais c'est vrai que quand tu crées une entreprise sur plusieurs continents, pays et que tu as des salariés, bah, au bout d'un moment, tu as des responsabilités et il faut que tu puisses gérer ton temps à la minute près. Donc ça, c'est au niveau de la routine, entre guillemets, temporelle. Et ce que je dis souvent aux personnes qui veulent entreprendre ou aux personnes qui se sentent un petit peu débordées, c'est qu'il faut vraiment gérer à la minute près parce que notre cerveau, il est beaucoup plus en conscience. C'est ce qui m'a beaucoup aidé personnellement. Après, sur les habitudes qui sont essentielles, le sport. Le sport, je pense qu'il ne faut vraiment pas y déroger, même si ce n'est pas toujours facile. À la maison, on met YouTube, on va chercher ce qu'on appelle les HIIT. Donc, c'est H-I-I-T, ça dure 15 minutes. On n'a pas d'excuse. Du coup, c'est poids du corps, c'est facile. Enfin, c'est facile à faire, entre guillemets, c'est-à-dire à trouver, mais ça nous déchire bien pendant 15 minutes. Ça, je peux vous le dire. Donc, voilà, le sport, c'est la première chose. Le deuxième outil que je vais utiliser, celui-ci, je le fais tous les jours par contre, parce que le sport, ça m'arrive d'en faire 3, 4 fois par semaine. Je pense que je n'ai pas vocation à devenir bodybuilder. Donc j'en fais 3, 4 fois par semaine, mais la visualisation. Donc là, avant d'aller me coucher, je vais toujours visualiser ma journée du lendemain. Ça, c'est le minimum. Et si je me sens un petit peu en perte de connexion, je vais visualiser mon rêve ultime. Et donc, depuis des années maintenant, c'est une visualisation où je me vois parler à Bercy devant des milliers de personnes. Donc, en fait, c'est l'idée de créer cette représentation de mon rêve qui est et de le vivre, en fait, de le ressentir. C'est ce qui me fait dire, en fait, que je sais qu'un jour, je serai à Bercy. Je ne sais pas quand, mais un jour, j'y serai parce que j'ai cette conviction, j'ai cette volonté, j'ai cette force qui m'attire. Donc, la visualisation, ce n'est pas toujours facile. Je ne pense même pas avoir de conseils pour être honnête, parce que moi, j'écris ma propre visualisation. Je ne suis pas expert, donc j'en parle pas trop. Mais en gros, c'est je ferme les yeux, je mets une musique qui me plaît, et puis je commence à imaginer ce qui serait idéal. Donc, je vois ma journée du lendemain, je vois ce qui va se passer, je suis heureux. Hop, je vais me coucher, ce qui fait que je me réveille généralement avec de l'entrain. Donc, sport, visualisation. Après, j'ai des petites routines sur tout ce qui va être lecture, parce que je continue quand même également de beaucoup me former. Et puis une routine qui n'est jamais trop exprimée, mais c'est dans mon agenda parce que sinon je peux vite oublier. C'est tout simplement d'appeler mes proches. Tu vois, je sais, Hmm. appeler maman parce que sinon je ne l'appelle pas, après elle me fait la gueule. Donc, tu sais, on est vite débordé par le quotidien, vite pris par les responsabilités. Donc, je me mets voilà, à passer du temps avec les potes quand je suis en France, à appeler les personnes que j'aime pour garder ce contact et ce lien, parce que ça me fait très plaisir
Mais c'est vrai que sinon, je suis un peu pris à droite, à gauche, je trouve toujours un truc pour oublier. Donc, comme je suis un peu tête en l'air, voilà, le fait de mettre ces petites routines-là, c'est ce qui m'a donné un équilibre. Équilibre de rester connecté aux gens que j'aime, faire du sport pour me vider des émotions négatives, bon, le stress, l'appréhension, la peur, etc. La visualisation, outil qui me fait vraiment croire en moi. Et tout ça, c'est dans un agenda Google Calendar très simple, réglé à la minute près, quoi. Voilà. Super. Merci C'est un beaucoup. peu militaire, mais bon. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, ça aide vraiment beaucoup. Quand tu dis, le cerveau sait ce qu'il doit faire. Et du coup, ça l'aide vraiment à suivre le programme. Merci. Peut-être un dernier sujet que j'aimerais voir avec toi, il est autour des autres finalement. On a beaucoup resté sur soi, etc. Euh, mais effectivement, on a une vie, on est un être social, donc on a une vie avec d'autres personnes, notre couple, nos amis, des enfants, des collègues, etc. Euh, Finalement, comment euh, il y a des fois où ça tombe bien, je dirais, tu es dans un environnement qui te pousse dans la direction que tu souhaites suivre. Il y a d'autres moments où l'environnement est plutôt un frein et souvent on se rend compte sans forcément l'avoir choisi de manière consciente. En tout cas, on se trouve dans une situation avec des liens, des relations qui ne nous aident pas à avancer dans la direction que l'on aimerait. Comment est-ce que, je ne sais pas déjà, est-ce que tu as vécu une expérience de ce type-là, éventuellement si tu peux la partager? Et en tout cas, comment est-ce que tu conseilles aux gens de faire évoluer finalement l'environnement auquel ils sont exposés dans les cas où ils se trouvent dans un environnement qui ne les aide pas? Alors, je vais un petit peu te surprendre par rapport à ça, je pense, ma réponse. En fait, comme je disais, moi, je me suis lancé en 2007 et je ne me suis pas lancé tout seul. On était une bande de potes, on était 6 à s'être lancés en même temps. Donc, moi, j'étais le seul coach et eux, ils ont créé une agence à 3 niveaux, design, vidéo et audio. Donc, on avait un bureau qu'on partageait ensemble et puis après, on a pris un loft sur lequel on a vécu en coloc. Tu vois, on était vraiment des super amis et on est toujours d'ailleurs des très, 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 très bons amis tous ensemble. Et ce qui se passait, en fait, c'est que moi, j'étais déterminé. C'est-à-dire que j'avais vraiment envie de réussir. Et la petite phrase pour résumer la situation, c'est que je me réveillais quand eux, ils allaient se coucher. Donc, eux, ils faisaient la fête, eux, ils profitaient. Ils ont eu beaucoup de mal à se développer au départ. D'ailleurs, ils ont pas forcément, l'agence n'a pas forcément fonctionné. Mais moi, voilà, 5 heures du mat, j'étais réveillé. 5h30, j'étais sur mon bureau. Et j'y allais, j'écrivais des articles à l'époque puisque j'avais un blog que je tenais à faire écrire. Et en fait, ce n'était pas toujours facile mentalement parce que tu vois tes potes qui partent en soirée, tu vois tes potes qui rigolent, tu vois tes potes qui, tu les entends, mais tu sais que tu dois rester focus. Et donc, moi, j'ai eu, en fait, dans cette notion d'environnement compliqué, je me suis rattaché à une chose, ma vision. C'est-à-dire que c'était Hmm. tellement important, ma vision et mon pourquoi. C'était tellement important pour moi qu'il fallait que je reste dans ma ligne directrice, en fait. Et donc, j'ai réussi à développer mon activité. Eux, pas forcément. Ils sont chacun un peu distancés. Ils ont fait leurs propres choses de leur côté. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce qu'on entend cette phrase qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus au quotidien, généralement. Et qu'on dit aussi que si tu es la personne la plus intelligente d'une pièce, tu es dans la mauvaise pièce, d'une certaine façon. Alors, je pense que de mes potes, je suis l'entrepreneur qui a le plus réussi. Et pourtant, les moments où je vais me ressourcer, les moments où je vais être le plus heureux, c'est aussi avec eux, en fait. J'ai besoin de leur folie, j'ai besoin de leur personnalité, même s'ils ne sont pas tous entrepreneurs. Tu vois, en fait, j'ai besoin d'être avec les gens que j'aime, qui me connaissent depuis tout petit, pour pouvoir me ressourcer. Et ça, en fait, quand j'en parlais, on me disait, mais tu es complètement fou, tu devrais traîner avec des entrepreneurs qui sont encore plus gros que toi. Mais en fait, ce n'est pas ces gens-là avec qui j'ai envie d'être. Je n'ai pas forcément envie de les fréquenter, en tout cas partir en vacances avec eux, etc., etc. Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut avoir les reins solides et les nerfs solides. Ça, c'est sûr quand tu es dans un environnement. Mais je crois qu'il faut surtout se dire, en fait, ça va se passer selon mes propres règles. Je m'en Hmm. fiche de savoir ce que les autres pensent. Je m'en fiche de savoir ce que les autres vont me dire. Parce que j'ai des gens autour de moi qui m'ont dit, Alex, tu travailles trop. Alors, certaines personnes, je ne les vois plus parce que je l'ai décidé de ne pas forcément faire d'efforts. Et d'autres personnes, bah, même 15 ans plus tard, ils me disent, Alex, tu travailles trop. Je leur dis, oui, je sais. Mais en fait, je leur dis ça pour qu'ils me laissent tranquille et ça ne m'atteint plus. Tu vois, j'ai appris à me créer une petite bulle, en fait.
Parce que ma mère, toute sa vie, elle va me dire que je travaille trop. Parce que mes potes, toute leur vie, vont me dire, Alex, viens, on fait ci, viens, on fait ça, alors que moi, j'ai peut-être moins de temps dispo qu'eux, parce que j'ai choisi de mettre mon temps dans mon activité de coaching. Et tout ça, en fait, avant, ça me faisait chier, mais le moment où je me suis désensibilisé, donc c'est quand même un travail à faire sur soi, ça m'a aidé. Donc, je pense que pour toutes les personnes qui sont dans un environnement toxique, vous devez vous créer une bulle où tout ce qu'on vous dit, ça passe au-dessus. Vous restez connecté sur ce que vous avez à faire. De toute façon, vous allez avoir les résultats. C'est sûr ça va fonctionner, c'est sûr que ça va marcher. Ce n'est pas facile, mais je pense moi, je l'ai fait. Il y en a d'autres personnes que j'ai coachées qui l'ont fait. Donc voilà, parce que tu vois, je trouve qu'il faut dire, restez connecté aux gens que vous aimez, même si parfois ils ne sont pas du même avis que vous. C'est le meilleur moyen de quitter un environnement toxique, c'est de se désensibiliser, c'est de se dire, OK, ils ont le droit de ne pas penser comme moi. Alors, je ne sais pas si ça te surprend, mais généralement, quand j'en parle, on me dit que c'est un peu bizarre, mais c'est c'est le système par lequel je Alors, suis passé. ça ne me surprend pas trop en commençant à te connaître bien, je dirais. Toujours dans cette histoire de finalement la recette qui fonctionne, il n'y a que toi qui la connais pour toi et chacun va la connaître pour soi. Euh, et en tout cas, je note que tu as vraiment une belle capacité à rester focalisé sur ton objectif, etc., malgré ce qui se passe autour de toi. Je ne sais pas quel âge tu avais quand tu as fait ça. Moi, je pense qu'à cet âge-là, si j'étais dans une pièce, etc., j'aurais eu du mal à ne pas sortir faire la fête avec mes amis. Donc, si je voulais se faire quelque chose d'autre, ma recette à moi serait probablement été autre que ce que tu as réussi à trouver. Mais en tout cas, ça, je trouve ça super. Et l'autre chose que je trouve des grandes valeurs de ce que tu as partagé, c'est que finalement, effectivement, la réussite, son propre activité, sa carrière professionnelle, tout ça, c'est évidemment, ils ont une place très importante dans notre vie. Mais notre vie est plus que ça, beaucoup plus que ça. Et que du coup, en fait, voilà, les gens avec qui on a envie de passer notre temps, on les choisit sur la base finalement de plusieurs critères. Et l'amour en est un qui est très important, quoi. Et à la limite, on s'en fout de savoir pourquoi, on est juste bien avec eux, on y va, quoi. Ouais, parce que ça, on culpabilise, tu vois. On se dit, oui, mais du coup, je fais pas ci, je suis pas avec les bonnes personnes. Si, on est avec les bonnes personnes, parce que ce que tu viens de dire, c'est puissant. On ne peut pas juger un environnement que à la réussite, peu importe du projet. Ça peut être artistique, ça peut être professionnel, personnel. Il y a plein de petits critères qu'il faut prendre en compte et ça permet de se déculpabiliser, généralement. Merci pour ça. Super. Merci à toi, Alex. Est-ce que tu penses que j'ai oublié une question importante que j'aurais dû te poser, que je n'ai pas posée? Alors, non, je pense qu'on a vraiment fait le point sur ce qui était à la fois le livre et puis à la fois ma petite philosophie. Alors, j'ai beaucoup parlé de moi. J'espère que ça va vous aider pour toutes les personnes qui vont voir cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez la moindre question. Et puis, bah, je te remercie. Je te remercie d'avoir pensé à moi, Mathéo. Ça me touche énormément. Et je ne vois pas de questions qu'on a oubliées. Je pense que c'était assez complet et très fun en tout cas. Super. Bah, écoute, je te dis, hein, j'ai beaucoup de choses maintenant à réfléchir après notre discussion. Je pense que ça va bien mouliner le reste de la soirée, là. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment un grand plaisir d'échanger avec toi, Alex. Et à nouveau, pour les gens qui sont intéressés à en savoir plus, je vous conseille de lire son livre. Je viens d'ailleurs de faire une vidéo dessus. Je mettrai des liens. Donc, n'hésitez pas à découvrir encore mieux les conseils de Alex à travers son livre. Merci à tout le monde. À une prochaine Merci. pour de nouvelles idées. Ciao, ciao. Bye bye.